scientifique de la Fondation de la Résistance et président du comité scientifique pour le projet de rénovation du mémorial de l'internement et de la déportation de Compiègne-Royal-Lieu. Il est le directeur scientifique du colossal ouvrage Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora, paru aux éditions du Cherche-Midi en 2020, résultat de 20 ans de recherche, de collecte d'informations, d'accumulation de documents et de données, avec la mobilisation de 75 contributeurs bénévoles. Parmi les 9000, il est là, Laurent. Bonjour, Laurent. Parmi les 9000 déportés de France à Dora, 14 polytechniciens, dont 8 n'en sont pas revenus. Parmi les 6 polytechniciens survivants de Dora, 3 seront successivement présidents de l'amicale Dora-Elrich. On peut peut-être laisser la parole maintenant à Laurent Thierry, qui vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il faut qu'on coupe le micro, Olivier? Oui, il faudrait que tout le monde coupe ses micros, ne serait-ce que pour qu'on puisse voir Laurent Thierry. C'est bon? Bonjour à tous. Merci François Romond et merci à l'association pour cette invitation à vous parler de Dora. Du projet que nous avons mené autour des 9000 déportés de Dora et un peu plus particulièrement de ces 14 polytechniciens qui sont passés par ce camp, enregistrés dans ce camp. J'en profite pour saluer, je vois qu'il y a pas mal des auteurs et des contributeurs bénévoles qui sont connectés, donc c'est M. Romond le signalait en introduction, ce livre, je peux peut-être vous le montrer d'ailleurs. Vous voyez un petit peu la masse et l'ampleur du travail, donc c'est 2600 pages, c'est 9000 histoires individuelles écrites à partir des archives essentiellement, archives des camps et puis archives collectées un petit peu partout en France, en Belgique et en Allemagne, pour à la fois rendre hommage à ces 9000 personnes et puis participer à la transmission de ces histoires. Et il y a aussi une meilleure compréhension du système concentrationnaire, de son fonctionnement et puis de la déportation vers la France. Et puis aussi essayer de continuer un peu ce qu'ont essayé de faire les gens de l'amicale Dora-Elrich, dont M. Romond le rappelait, 3 présidents étaient parmi ces 14 polytechniciens, c'est-à-dire ce travail de lutte contre l'oubli et en plus de lutte contre l'oubli pour un camp particulier comme le camp de Dora qui a été volontairement, je pèse mes mots, volontairement effacé de la mémoire collective. Vous savez, ce camp a un lien avec ce passé sombre de l'histoire de la conquête spatiale. Les scientifiques nazis qui ont mis au point cette fusée V2, l'engin le plus complexe certainement fabriqué et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces scientifiques ont organisé, participé à la construction de ce camp, de cette usine souterraine meurtrière où 20 000 déportés sont morts. Et ces mêmes scientifiques ont pour beaucoup été recrutés, récupérés par les puissances alliées, notamment les Américains, pour participer, mettre au point les projets de développement de lanceurs. Et l'Amérique en particulier a fait de certains de ces criminels des héros. Je pense évidemment à Wernher von Braun, mais pas uniquement, aussi à Arthur Rudolph, qui était chargé de la production des fusées, notamment à Dora. Son bureau était contigu des potences qui ont servi à pendre plusieurs dizaines de détenus du camp. Ces hommes ont été élevés en héros aux États-Unis après 1969. Et il a fallu pour les services de renseignement américains et pour l'armée américaine, dès 1945, puis plus particulièrement en 1947, essayer d'effacer l'histoire de ce camp pour effacer vraiment le lien entre ces criminels, ces scientifiques et ces fusées. Je vous donne un exemple qui est quand même assez significatif et qui est un cas unique dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et surtout de la transmission de la réalité des crimes du nazisme.
un procès des criminels de Dora est organisé dès 1947 à Dachau, comme il y en a beaucoup, hein, par l'armée américaine. On va juger à l'intérieur de l'ancien camp de concentration des SS, des capots, des gens qui ont des responsabilités dans les crimes. Mais non seulement les Américains vont refuser que les scientifiques qui sont déjà aux États-Unis, hein, notamment von Braun, Arthur Rudolph, puissent intervenir ou comparaître lors de ces procès. Mais surtout, là, ce qui est significatif dans cette volonté d'effacement de l'histoire de ce camp et de cette mémoire, c'est que contrairement aux autres procès, hein, vous savez, on est aussi dans le contexte de la fin du procès de Nuremberg, on va publier en 21 tomes les archives, les témoignages, tous les documents qui ont pu être produits au procès de Nuremberg parce qu'il faut montrer au monde ce qu'ont été les crimes du nazisme. Et le procès de Dora est le seul qui va être classé secret. Et les archives de ce camp, toutes les déclarations, toutes les preuves qui pourraient servir à montrer les horreurs de ce camp et les liens avec l'histoire de la conquête spatiale sont classées secret défense. Et il faudra attendre la fin des années 90 aux États-Unis pour que des journalistes et certains politiques, membres du Congrès aux États-Unis, commencent à s'intéresser à cette histoire, se posent des questions sur la présence de ces scientifiques allemands qui très nombreux au sein des équipes de la NASA et des services techniques. Donc, c'était évidemment important de le rappeler. Alors, on a à peu près 45 minutes ensemble, puis on laissera un peu de temps aux questions. Je voudrais d'abord vous rappeler, parce que M. Romond disait, le lien mémoriel entre Dora et les polytechniciens, il est fort, parce que si leur effectif parmi les 9000 déportés est quand même très, très réduit, hein, 14 sur 9000 personnes que nous avons pu identifier, leur importance dans la transmission de cette mémoire liée à ce camp, elle est évidemment très, très forte, parce que trois présidents qui vont occuper trois polytechniciens qui vont occuper la présidence de cette association importante pour la mémoire entre 1960 et 1983, avec un moment justement charnière où, du retour dans les médias de personnages comme Werner von Braun, où il va falloir intervenir pour des initiatives parfois hasardeuses, notamment la volonté à la fin des années 70 de donner le nom de l'aéroport Tegel à Berlin, de lui donner le nom de Werner von Braun. Et là c'est ces personnalités au sein de l'amicale qui vont permettre d'empêcher ce genre d'initiative hasardeuse quand on connaît la responsabilité de ces personnes dans la mortalité à Dora. Donc on voit un rôle fort. Et cette transmission, elle a été importante au sein de cette amicale, évidemment. L'amicale Dora Ulrich, elle a été créée dès 1945 et comme les amicales des différents camps, elle a eu un rôle fondamental, d'abord pour informer les familles dans une période chaotique de l'après-guerre, mettre en relation les survivants et les familles des disparus, et puis, comme beaucoup de ces amicales, d'abord un rôle de collecte de preuves, de participation dans les procès contre les criminels, contre les responsables aussi. Et puis, dans les années à la charnière, justement, après 69, au moment où on commence à voir ces scientifiques revenir dans les médias, à la télévision et dans les médias, un rôle de collecte de témoignages, de preuves sur leur responsabilité dans ces différents crimes. Tout ce travail de collecte, de mémoire, de transmission, il va évidemment se poursuivre jusque dans les années 90. Et puis, dans les années 90, une prise de conscience importante, c'est que cette transmission, elle doit se faire aussi par un travail d'historien, d'histoire. Et là va intervenir un personnage important qui est André Sellier, qui est un ancien déporté, mais qui est surtout de Dora, mais qui est surtout un historien. Et l'amicale va lui confier en 1998, enfin un peu avant 98, la responsabilité d'écrire pour la première fois un livre d'histoire sur le camp de Dora. Je vais peut-être partager mon écran et je vais vous proposer de vous montrer quelques visuels pour illustrer. Est-ce que vous pouvez aussi parler un peu plus fort? Parce que moi, j'ai un petit peu de mal à entendre. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le système. Je vais essayer. Je vais partager mon écran. Moi, j'entends bien. Ouais. OK. Ah oui, bon. Donc,
Alors, Là, vous devriez voir le oui, très bien. visuel normalement. Voilà, bon, ça c'est le visuel. C'est bon, c'est bon. L'introduction, c'est bon. Et vous m'entendez bien? Oui. Moi, j'entends bien. On vous Voilà, entend bien. alors, avant de continuer, cette liste d'abord de ces 14 polytechniciens passés par Dora et puis 12 photos, parce que malheureusement, pour deux d'entre eux, Grégoire André et Vasselé Lucien, nous n'avons pas de photos à disposition. Merci à M. Romond d'avoir reconstitué aussi cette liste avec le dictionnaire Dora. Donc, bon, on va revenir sur leur parcours et leur parcours à l'intérieur du camp va me permettre de vous expliquer un peu l'histoire de ce camp et de revenir sur les deux périodes principales de l'histoire de ce camp qui vont guider fondamentalement leur parcours et avoir un rôle aussi déterminant sur la survie de certains d'entre eux et malheureusement pas pour les autres. Donc voilà, on parlait de l'amicale Dora Erich et donc c'est trois présidents qui vont, trois déportés qui vont avoir en charge la présidence de cette amicale. Donc, je vous disais, cette amicale qui est vraiment à l'origine du lancement de ce projet, l'idée en 98 de réaliser un dictionnaire des déportés de Dora. Alors, ce projet, il naît à la Coupole. Hein. Monsieur Romond, vous parlez de la Coupole dans la présentation. Vous en avez une ici. Ce site qui a été construit par les nazis en 1943 pour tirer ces fusées V2. D'où ce lien historique important entre Dora, la mémoire de Dora et ce site. Et c'est pourquoi, quand le lieu est devenu centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais, les anciens de Dora, les survivants, ont été vraiment attachés à ce lieu et carrément dit, en gros, la Coupole, c'est chez eux en France, et ça doit être le lieu chargé de transmettre leur mémoire et puis surtout de conserver leur mémoire. À tel point qu'en 2008, au moment où cette amicale Dora Erich a été dissoute, l'intégralité de leurs archives ont été déposées à la Coupole et évidemment, ces archives, créées depuis 1945, ont été une ressource importante aussi pour écrire ces histoires individuelles de ces déportés et réaliser ce dictionnaire Dora. Donc la fusée V2, évidemment, qui est le lien important entre ces histoires. Et puis, je vous le disais, ce lien entre ce passé sombre de l'histoire de la conquête spatiale et des premiers pas sur la Lune, avec ces deux photos assez emblématiques, von Braun du temps des nazis à Peenemünde sur le centre de recherche lié aux fusées, et puis en 1961, aux côtés du président Kennedy aux États-Unis, au moment où il lui confie la responsabilité d'envoyer les premiers Américains sur la Lune. C'est important aujourd'hui, et le travail qu'on a fait pour le dictionnaire, il doit participer à rappeler ce lien et à travailler à cette histoire. Et c'est ce que l'on fait particulièrement à la Coupole, parce que si le site est là pour raconter l'histoire de Dora et des fusées, il est aussi à la charnière entre l'histoire et la science et tous ces questionnements, notamment éthiques aussi, sur les développements scientifiques et ce que l'on peut en faire dans des périodes comme les périodes de guerre, ce que cela a été pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, ce lien, il a été marqué un peu plus en 2012 avec la création et l'installation à la Coupole d'un planétarium dans lequel on développe justement et on attire un public un peu nouveau qui ne serait pas forcément venu sur un centre d'histoire, mais qui nous permet de développer ces questions autour de la science. Un planétarium qui est animé par un docteur en astrophysique, voilà, avec toujours cette idée de lier ces deux thématiques importantes que sont l'histoire et les sciences. Alors, je reviens un peu à mon histoire de Dora. Je vous le disais, André Sellier, historien de Dora, publie en 1998 son livre qui fait toujours référence aujourd'hui, Histoire du camp de Dora. Et puis, c'est aussi 1998 la création d'une exposition Images de Dora qui permet de mettre en parallèle les photos couleurs qui ont été faites à Dora par un des photographes d'Hitler. Vous en avez un exemple ici, je vous en montrerai d'autres un petit peu plus tard. Et les dessins qui ont été réalisés par certains déportés et qui permettent aussi de visualiser les conditions et l'horreur qu'a pu être
la vie à Dora pendant les 2 années d'existence du camp. Alors, 1998, c'est surtout un constat. C'est le constat que si, avec le livre d'André Sellier, on dispose désormais d'une histoire contextualisée de ce camp, on est toujours incapable de donner un bilan précis, statistique, du nombre de déportés de France, français et étrangers, mais partis de France, passés par ce camp, dans quelles conditions y ont-ils été envoyés, par quel service, comment ont-ils évolué à l'intérieur du camp, combien sont rentrés de déportation. Et c'est ce constat qui est un petit peu général à l'ensemble de l'histoire de la déportation des politiques et des résistants en France. C'est ce constat qui va lancer l'idée à la fin de 1998, à la Coupole, au moment d'une assemblée générale de l'amicale Dora Ulrich, est lancée par André Sellier avec Yves Le Maner, l'historien de l'époque, l'idée de réaliser un dictionnaire biographique qui permettra donc de donner une trace à ces déportés, mais surtout aussi de mieux comprendre encore l'histoire de ce camp en passant par une sorte d'étude prosopographique qui étudierait dans le détail le parcours de chacun des déportés qui seront identifiés. On revient sur ce constat d'un vide historiographique sur la question des politiques. Et là, il faut saluer le travail fondateur de la Fondation pour la mémoire de la déportation, sur lequel on s'est beaucoup appuyé, évidemment, et dont moi, je suis issu. C'est cette étude publiée en 2004 qui permettra enfin d'avoir en France un bilan statistique des déportés politiques et résistants. Vous savez que Serge Klarsfeld avait, entre guillemets, fait le travail pour les déportés de la Shoah en 1978 en publiant son mémorial. Mais jusqu'en 2004, des chiffres faux circulaient en France sur la déportation des politiques et des résistants. Et puis, ce travail a permis non seulement de les identifier, de donner une statistique fiable de leur nombre et de leur tort, qui est établi aujourd'hui à 86 000 déportés avec un taux de retour de 60%, mais va permettre surtout aussi de les classer en fonction de leur départ, dans leur chronologie et dans les différentes politiques de déportation qui sont appliquées par les nazis en France. Je ne détaille pas, mais c'est évidemment important de le saluer. Donc, tout ça pour en venir à l'histoire de ce camp de Dora et plus particulièrement au travers du parcours de nos 14 polytechniciens, on peut s'attacher à décrire l'histoire du camp de Dora et surtout les 2 grandes phases de son existence. Alors, vous voyez, le camp de Dora est situé en plein cœur de l'Allemagne, d'où le nom de l'usine, Mittelwerk, qui veut dire usine du centre. Brièvement, la décision de créer ce site intervient à la fin août 1943, après le bombardement du centre de recherche de Peenemünde, là où ont été mises au point ces fusées. Vous voyez Peenemünde sur la carte, qui est située sur la Baltique. C'est là où Werner von Braun avait, avec un financement important de l'armée allemande, puis évidemment de l'armée nazie, et créé un centre de recherche ultramoderne sur lequel ils vont mettre au point ces fusées. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce site de Peenemünde, dès 1943, avait déjà commencé à accueillir des déportés, dont des déportés français, pour organiser la production de ces fusées. 1943, c'est un véritable tournant entamé dès la fin 1942 dans l'histoire du système concentrationnaire, là où le défaut de main-d'œuvre en Allemagne va conduire la SS à s'associer à tous les projets de production, militaires et civils, et des déportés vont être utilisés dans les différentes productions nécessaires à la vie du Reich et à lui permettre de continuer la guerre et de gagner la guerre. L'événement important, c'est le bombardement du site par les Britanniques dans la nuit du 17 au 18 août 1943, un moment où les Allemands, les scientifiques sur Peenemünde se rendent compte qu'ils ne pourront continuer la production sur ce site et qu'il faut trouver un endroit protégé de ces bombardements, secret, et puis aussi un endroit qui soit à proximité relative d'un grand camp de concentration, ce qui permettra d'avoir une main-d'œuvre, un réservoir de main-d'œuvre à proximité. Donc, très vite, on va se rappeler que en Thuringe, dans la région du Kornstein, des 2 tunnels gigantesques de 2 km de long avaient été creusés sous les montagnes. Avant la guerre, c'était des simples dépôts pour entreposer des hydrocarbures. Ces tunnels sont complètement désaffectés, froids, humides, il n'y a aucune installation évidemment pour
payer à quel et donc, c'est le lieu qui va être choisi, situé à 80 km de Buchenwald. Donc, Buchenwald va devenir le camp souche en fait, de ce qui devient le commando Dora. Alors, au départ, le commando Dora, c'est simplement un nom de code qui est donné à un groupe de 100 hommes, extrait de Buchenwald, choisi à Buchenwald le 28 août 1943 et envoyé sur place pour commencer à aménager. L'objectif des SS est d'installer dans ces galeries où il n'y a rien, il faut le rappeler, 80% d'humidité, température à 12 degrés en permanence. Il faut installer une usine la plus moderne qui soit dans ces dizaines de milliers de mètres carrés. Et la particularité de Dora, ce qui va expliquer une mortalité très, très importante, en particulier pendant cette première période qu'on appelle l'enfer de Dora, qui va s'étendre de l'envoi de ses premiers détenus à la fin août 1943 jusqu'au mois de mai 1944, c'est qu'en fait, il n'y a pas de camp. Les détenus, plusieurs milliers, avec un effectif qui va atteindre 15 000 déportés au début janvier 1944, sont logés en permanence à l'intérieur de ces galeries. Vous avez ici une représentation de ces deux galeries parallèles, les tunnels A et B que vous voyez, et puis ces galeries transversales, une quarantaine qui font plus de 100 mètres de long, qui relient ces deux galeries. Et pendant cette toute première période, les détenus vont être en permanence logés à l'intérieur des tunnels dans les galeries que vous voyez représentées en rose avec le numéro 2, ce qu'on appelle les dortoirs ou de manière plus classique pour les déportés, les clapiers, parce que ce sont des milliers de détenus entassés, d'abord sans chalis, à même le sol avec un peu de paille, puis on va construire des chalis à 4 étages. Donc cette période, elle va s'étendre jusqu'au mois de mai 1944, au moment où la SS va enfin, une fois que l'usine fonctionne, que l'usine est installée, la SS va enfin donner l'autorisation de construire un véritable camp de baraques, tel qu'on connaît ailleurs, dans lequel enfin les survivants de cette première période vont pouvoir être logés et iront travailler au tunnel dans une usine un peu plus classique, si j'ose dire. 7 des polytechniciens enregistrés à Dora vont connaître cette première période. Ce sont d'abord 2 déportés qui sont Henri Courdil et Jacques Porte, qui vont arriver les premiers dans ces galeries. Alors, ils n'arrivent pas vraiment pendant la toute première période, la plus meurtrière, de septembre 1943 à fin décembre 1943. Eux sont déportés dans un convoi qui part de Compiègne en décembre 1943. Ils font partie de cette série des 38 000, sur lequel a travaillé Lionel Roux dans le dictionnaire et a écrit d'ailleurs ces notices. Ces deux polytechniciens ont été arrêtés, ils sont nés en vain, ils sont soumis à l'appel pour le STO début 1943 et ils vont tenter de franchir la frontière espagnole. Et comme beaucoup de déportés envoyés à Dora à cette période, ça représente plus de 10% des motifs d'arrestation des déportés de Dora, ils vont être déportés à Buchenwald et très très vite, après une très courte période de quarantaine, affectés à l'intérieur des tunnels de Dora. Et là va se poser la question, mais pour l'ensemble de ces polytechniciens, on sait que l'école polytechnique, elle forme à un très très haut niveau, un niveau technique. On s'aperçoit d'ailleurs que sur ces 14 polytechniciens, seuls 3 ne vont pas déclarer leurs compétences et leur statut d'ingénieur. 3 vont se déclarer militaires, souvent officiers, mais 11 vont effectivement être enregistrés comme ingénieurs, ce qui pose la question de leur emploi en tant qu'éventuel spécialiste dans l'usine. On y reviendra, mais on verra que c'est en fonction du contexte et de la période, ce n'est pas forcément un élément qui va participer à les affecter à des commandos moins meurtriers ou plus protégés que d'autres. Donc, Henri Courdil et Jacques Porte vont connaître cette première période où les détenus vivent et travaillent à l'intérieur des galeries. Ils vont d'abord être affectés à des travaux de terrassement et puis leur statut d'ingénieur va malgré tout leur permettre d'entrer dans un commando d'ingénieurs justement qui travaille dans une des galeries au montage des fusées qui ont commencé à être produites pour
pour la fin 1943. L'usine commence à fonctionner au début 1944. Et vous voyez, malgré leur affectation à un commando de spécialistes qui pourrait paraître un peu plus protégé que les détenus affectés aux travaux de terrassement ou au transport de colonnes, hein, tous ces détenus qui, à force des bras, doivent transporter les machines, les éléments de fusée. Ces commandos de spécialistes, malgré tout, Henri Courdil et Jacques Porte, qui sont très très jeunes, hein, ils ont 23-24 ans, vont rapidement tomber malades du fait des conditions de détention à l'intérieur des tunnels, hein, de l'humidité, du froid, de la violence permanente aussi, qui est un des facteurs aggravants à Dora, avec les postes clés qui sont tenus par des droits communs, des criminels allemands. Les deux vont tomber malades. Le premier va décéder fin mars 1944 et Jacques Porte, le second, va être sélectionné le 27 mars 1944 pour un convoi d'extermination de malades. Alors, c'est quoi ces convois d'extermination de malades? C'est simplement le fait qu'à Dora, il n'y a pas pour les SS de chambre à gaz pour se débarrasser des détenus qui ne peuvent pas travailler. Donc, les SS vont organiser ces convois de 1000 hommes. Hein. Il y en aura 3 en 1944, celui de 27 mars 1944 dans lequel Jacques Porte est le dernier. Et on va envoyer, dans des conditions dramatiques, des wagons ouverts vers les camps mouroirs de Lublin-Majdanek d'abord, puis de Bergen-Belsen, ces détenus. Et Jacques Porte, comme la très très grande majorité des hommes qui composent ces convois, va décéder à Bergen-Belsen au mois d'avril 1944, quelques jours, quelques semaines après son arrivée. Les 5 autres polytechniciens vont arriver pendant cette période encore où les détenus connaissent ces conditions dramatiques. Hein. Alors ce sont Gustave Leroy, qui sont dans les 39 000, tous ceux qui sont déportés en fait, dans les convois de janvier 1944. En fait, il y a eu la création de Dora va aussi jouer sur et influer sur la déportation depuis la France. Ça va être aussi un accélérateur parce que il y a des consignes et des ordres qui sont envoyés depuis Berlin parce qu'il faut alimenter l'usine de Dora. Il faut rapidement remplacer les morts qui meurent par centaines par semaine, voire par milliers pour certaines périodes. Et les convois vont être systématiquement dirigés depuis la France, depuis le camp de Compiègne, vers Buchenwald, entre septembre 1943 et la fin janvier 1944. Donc, parmi les polytechniciens, 5 vont être envoyés à Buchenwald dans les 3 grands convois de janvier 1944, ceux des 17 janvier, 22 janvier et 27 janvier. Donc on retrouve Gustave Leroy, mais également Marien Leckie, Gabriel Lacoste et Lucien Vasselet, qui va faire partie des disparus. Avec là encore des parcours très difficiles, avec notamment pour Leroy et Vasselet qui vont être très rapidement envoyés à Dora dès le mois de février. Ces transferts-là, au mois de février, sont encore destinés à remplacer les morts de la journée. Il faut savoir qu'il y a un balai incessant entre Buchenwald, quasiment journalier, de transferts. Les camions, le soir, ramènent les corps des décédés de la journée parce qu'il n'y a pas encore de crématoire à Dora. Les renvoient au crématoire de Buchenwald et le matin, les camions ramènent de nouveaux détenus pour remplacer les morts. C'est un peu ce qui se passe pour Gustave Leroy et Lucien Vasselet, qui vont être d'abord affectés à des travaux très durs de terrassement, d'aménagement, et puis vont changer de commando. Alors Leroy pour un commando de destinateur, ce qui lui permettra certainement de survivre, au moins jusqu'à l'évacuation. Et Vasselet, quant à lui, est affecté. Donc là, vous avez quelques images de ces travaux à l'intérieur du tunnel qui vous donnent un peu une idée des conditions de travail et des conditions de survie à l'intérieur de ces galeries. Ces dessins aussi qui vous montrent les pendaisons dont je vous parlais, et puis ces chalets à l'intérieur des galeries dans lesquels les détenus vont devoir dormir en permanence. Hein. Et puis, il faut savoir que ces chalets sont réutilisés par les équipes de nuit, par les équipes de jour. Enfin, ce sont des conditions de vie et d'hébergement qui sont dramatiques dans un chantier qui est en perpétuel fonctionnement, c'est-à-dire que la nuit est marquée par le bruit des explosions, le passage des locomotives. Enfin, c'est un chantier qui ne s'arrête jamais. Et
Les corps sont épuisés, ils sont affamés parce que évidemment la famine est permanente et ça va évidemment jouer sur les conditions de survie de ces détenus malgré l'âge et les capacités physiques de beaucoup d'entre eux. On n'en voit pas des grabataires à Dora, on en voit souvent des gens qui sont dans la force de l'âge et en capacité de travailler. Voici donc là, des photos de cette usine, une fois qu'elle fonctionne au mois de juillet 1944, telle que certains des polytechniciens ont pu la connaître et participer à son montage. Et donc, je reviens sur Lucien Vasselet, donc, qui fait partie de ces gens envoyés, qui va connaître d'abord une période de travaux difficiles de terrassement, et puis là, probablement du fait de son statut et de ses compétences d'ingénieur, réussit à entrer, à se faire affecter au commando Bunemann. Alors, vous avez une photo sur la gauche qui montre ce commando. Le Bunemann, on donne souvent le nom de ces commandos à l'ingénieur, au Meister, c'est civils allemands en fait qui sont chargés du fonctionnement de ces commandos, et le Bunemann, il est chargé du câblage électrique de la fusée V2. Donc ce sont des commandos essentiels de spécialistes, mais malgré tout, ça n'empêchera pas Lucien Vasselet, du fait des conditions de détention, de vie, de tomber malade assez rapidement. Vous voyez alors on n'a pas de photo de Lucien Vasselet, j'espère qu'on en aura une un jour, peut-être un jour en ayant un contact avec sa famille. Il tombe malade, affecté par la pneumonie, et il est obligé de rentrer à l'infirmerie au Revier de Dora entre le 21 mai et le 27 mai 1944. Et Lucien Vasselet mourra peu de temps après à Dora. Alors, ici, vous avez des images du camp tel qu'il apparaît en 1945 au moment de la libération. C'est extrait d'un film qui a été fait par les autorités américaines. Et je vous montre ça parce que ça joue sur les transferts suivants. Nos 3 autres polytechniciens qui sont transférés ensuite, Touvet, Léchy et Lacoste, ils sont envoyés le 13 mars 1944 depuis Buchenwald. Ils sont arrivés dans le dernier convoi de janvier. Eux vont être affectés dans un cadre un peu particulier et qui n'est clairement pas là pour les envoyer en tant qu'ingénieurs ou spécialistes pour travailler sur l'usine de fusée V2. Et ce transfert du 13 mars 1944 est certainement le dernier plus important envoyé de Buchenwald véritablement pour être affecté au camp de Dora. Il contient 700 hommes, donc essentiellement des Français, là encore. Et là, il s'agit pour les SS d'envoyer une main-d'œuvre qui va être affectée à la construction du camp. Donc, vous voyez ces baraquements, la clôture électrique, la place d'appel, et puis tous les éléments importants au fonctionnement du camp, la construction d'un crématoire. Et puis, par la suite, évidemment, il faut installer les rues, les voies qui vont relier ces baraquements, installer la clôture électrique. Tout ça va donner la naissance, la création à toute une sorte de commando dans lesquels vont être intégrés Touvet, Léchy et Lacoste à partir du 13 mars 1944. Et puis, notamment Marien Léchy, il est d'abord affecté à la construction de ces routes. Il le raconte on trouve des traces dans ses mémoires. Et puis, une fois que le camp sera effectivement construit, autour du début mai 1944, je vous le disais, les équipes qui travaillent à l'intérieur de ces tunnels vont pouvoir enfin aller loger dans des baraques qui sont neuves, dans lesquelles il y a de l'eau courante, il y a des vasques avec de l'eau, et puis ce camp est désormais pourvu de tous les édifices nécessaires qui vont lui permettre de devenir, à moyen terme, de changer de statut, on verra tout à l'heure, et de devenir le dernier des grands camps de concentration créés de l'histoire du nazisme sous le nom de Mittelbau. Donc, ces détenus de commando là, qui ont participé qui ont été affectés à la construction de ce camp de baraque, une fois que le camp est terminé, il va y avoir une répartition. Alors, un grand nombre va être transféré dans des nouveaux chantiers qui vont s'ouvrir, on va y revenir tout à l'heure, mais des gens comme Léchy et Lacoste, qui ont survécu à cette première période, vont pouvoir affecter des commandos de spécialistes, notamment Léchy, qui va se retrouver au commando du Technische Bureau, qui sont des bureaux d'études chargés de faire des plans pour les fusées à l'intérieur du tunnel, et ce qui va lui assurer, entre guillemets, une place et
le fait de pouvoir rester à Dora jusqu'aux évacuations au mois d'avril 1945. Donc, on voit ce premier groupe de 7 premiers polytechniciens qui évoluent vraiment et qui permet de mettre en exergue les caractéristiques de cette première période d'histoire du camp qui va, je vous le disais, du mois d'août de la fin août 1943 jusqu'au mois de mai 1944. Le mois de mai 1944, c'est un véritable tournant dans l'histoire du camp de Dora parce que l'usine fonctionne, je vous le disais, elle produit, le camp a été construit et pour les SS, pour le SS Kammler, hein, qui est un pur produit de la SS, qui fait partie de ces ingénieurs de la SS, techniciens, docteurs. Kammler, il a participé à l'organisation et la mise en place de l'installation des chambres à gaz à Auschwitz. Il fait partie de ces grands bâtisseurs, j'ai envie de dire, qui travaillent pour la SS et qui vont être affectés dans les camps pour optimiser la productivité, et évidemment, à n'importe quel prix, et en particulier au prix des déportés qui sont dans ces camps. Et donc, c'est à lui qu'est confiée la responsabilité de créer Dora, d'installer cette usine, et c'est lui qui va décider aussi de cette priorité qui est donnée à l'installation de cette usine, au mépris de l'installation des détenus, comme on a pu le faire dans d'autres camps. Donc, en mai 1944, le fonctionnement de l'usine, la production, telle qu'on la voit sur les photos que je vous ai montrées, hein, les photos couleurs, c'est un véritable succès pour les SS. Et puis, c'est aussi un tournant parce que, vous le savez, les usines en Allemagne sont de plus en plus bombardées. Et il va y avoir une véritable politique destinée à enterrer au maximum la production de tous les éléments essentiels pour la guerre et pour mener la guerre, en particulier, évidemment, la production des armes secrètes, hein, comme les armes V, mais aussi la production aéronautique, la production d'essence synthétique. Et donc, Kammler va être chargé, il va y avoir un état-major spécial qui va être créé, dont il va prendre la direction et qui va être chargé d'enterrer une grande partie de cette production dans des nouveaux lieux, des nouveaux chantiers qui vont être créés dans la proximité, dans le périmètre autour de Dora. C'est un véritable développement qui est engagé et qui va nécessiter évidemment l'envoi de nouveaux détenus. Et c'est là que notre deuxième groupe de polytechniciens de Dora, il intervient et il va évoluer dans ce contexte particulier. Ce contexte particulier, André Sellier l'a nommé l'enfer renouvelé. Parce que si la situation à Dora s'améliore en quelque sorte, alors évidemment avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour de ce qualificatif, hein, pour Dora, mais le fonctionnement de l'usine, la création des commandos qui vont, avec ces spécialistes chargés d'assembler ces fusées, ces commandos qui vont se stabiliser, c'est-à-dire que le recrutement qui a été opéré jusque-là parmi les déportés va rester de manière assez continue jusqu'au moment des évacuations. En plus, une nouvelle affectation va être créée. Certains déportés y seront envoyés. La partie dans les tunnels de Dora qui servait, vous le savez, pendant la première période à héberger les détenus, qui a été libérée au moment de la création de ces baraquements, va servir dorénavant à concentrer la production des bombes volantes V1. C'est la deuxième arme, vous savez, de représailles, hein, qui sera utilisée par les nazis. Et donc, en juillet 1944, la production des V1 est centralisée, transférée à Dora et va voir la création de nouveaux commandos, hein, notamment parmi les polytechniciens, Jacques Braunschweig-Bordier sera en quelque sorte épargné d'un transfert vers ces nouveaux commandos, ces nouveaux chantiers qui se créent, pour rester à Dora et affecté à l'usine Werke 2 à Dora. Et l'usine Werke 2, c'est bien la production des bombes volantes V1 qui est installée dans la première partie des tunnels que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ce contexte de développement, hein, qui a pour but de créer autour de Dora un véritable complexe militaro-industriel, il va engendrer la création de nouveaux chantiers particulièrement meurtriers, une quarantaine, hein, qui seront recensés en avril 1945 au moment de la fin du camp. Et puis surtout, ce mouvement de développement
confié au SS Kamener, il va entraîner cette décision importante dans l'histoire du système concentrationnaire et qui va en fait permettre à Dora et à l'ensemble de ce complexe de s'affranchir de cette tutelle qu'il avait de Buchenwald en devenant le 1er novembre 1944 le dernier né des grands camps de concentration sous le nom de Mettelbo. Dora va en constituer le centre, hein, le camp de Dora et cette usine tunnel, et puis vont être rattachés administrativement une quarantaine de camps annexes qui sont des chantiers particulièrement meurtriers pour certains, notamment Elrich. Elrich, un chantier je vous ai mis une carte justement de localisation de Dora, et puis vous voyez l'ensemble de ces chantiers qui vont émerger à partir du printemps 1944, pour certains créés très très tard, hein, jusqu'en mars 1945, dans lesquels on va envoyer des détenus pour creuser des galeries dans la montagne, dans le but d'installer de nouvelles usines qui, dans la majorité des cas, ne verront jamais le jour, hein, mais dans des conditions peut-être encore plus dramatiques que pendant la première période de Dora. Des chantiers aussi ferroviaires, on envoie des brigades de détenus pour installer, créer de nouvelles voies ferrées qui permettront d'envoyer les fusées V2 une fois montées vers les sites de tir. Ça veut dire que les déportés arrivés dans cette deuxième période dans les convois qui partent de France, donc ce sont principalement les convois du 12 mai 1944 parti de Compiègne et puis le convoi du 15 août 1944 hein, qui est le dernier parti de la gare de Pantin, en région parisienne. La majorité de ces déportés ne vont pas rester à Dora dans l'usine et affectés en tant que spécialistes, mais vont être transférés dans ces commandos meurtriers. Alors, il y a deux exceptions, hein, c'est Jacques Braunschweig, je vous le disais, hein, qui va arriver à rester à Dora, et puis je suis en train de chercher. Et puis le général Gentil qui va aussi être affecté à Dora et qui restera à Dora jusqu'à l'évacuation du camp et qui malheureusement décédera à l'infirmerie du camp peu avant l'arrivée des Américains. Mais sinon, parmi les déportés qui arrivent dans cette deuxième période, donc d'abord il y a le général René Conny. Lui, malgré le fait qu'il déclare sa profession d'ingénieur, il fait partie de ces détenus qui sont envoyés dans ce qu'on appelle une Baubrigade, une brigade volante, hein, de près de 700 détenus qui sont envoyés à un nouveau commando qui s'appelle la SS Baubrigade 3, qui est à Vida. Vida, c'est une petite ville pas très loin de Dora, et ils sont très vite affectés à la construction d'une voie ferrée. Les détenus de ce camp vont être rapidement renvoyés vers Dora, mais là, ce n'est pas une décision qui tient à leur emploi technique, c'est simplement parce que le commandant du camp de Vida a été arrêté et renvoyé par les SS parce qu'il était jugé trop laxiste. Et donc, il y a un renouvellement à la fois de l'appareil de commandement et de direction de ce camp, des SS et du commandement, mais également les SS ordonnent le renvoi de tous ces détenus. Donc, Conny va être renvoyé vers Dora et lui aussi sera affecté à l'usine du camp jusqu'au moment de l'évacuation. Mais les 5, j'ai envie de dire, les 5 derniers polytechniciens qui vont arriver à Dora sont déportés dans ce convoi du 15 août 1944, hein, parti de la gare de Pantin. Et c'est un convoi donc, qui arrive à Buchenwald le 20 août 1944 après de nombreuses péripéties du fait du contexte militaire. Hein. Vous savez, les Alliés sont déjà en France. C'est un convoi mixte hein, avec plus de 1650 hommes et plus de 500 femmes qui, elles, vont rejoindre le camp de Ravensbrück, souvent parfois les épouses, les sœurs ou les filles de ces déportés. Un convoi essentiellement constitué de résistants parce que les polices allemandes vont vider les prisons de la région parisienne de tous les... en particulier des résistants importants qui s'y trouvaient, qui avaient été arrêtés dans la région parisienne. Et une partie très importante de ces 1600 hommes, près des 2 tiers, hein, vont être rapidement affectés à des commandos de Dora, et en particulier le camp d'Elrich. Et c'est le cas pour ces 5 polytechniciens.
notamment je suis en train de chercher Georges Sanchidrian, pour vous les citer, André Grégoire, il va rester à Dora, Jacques Braunschweig aussi, André Perrier et François Devez. Le transfert se fait de manière très très rapide. Hein. Le 20 août 1944, ils sont arrivés à Buchenwald. Après une très courte période de quarantaine, le 3 septembre 1944, ils transitent par le camp de Dora, mais ils vont y rester que 4 jours. Et le 7 septembre 1944, ils se retrouvent à Eilrich. Alors Eilrich, c'est quoi? Pour vous montrer, Eilrich, c'est, vous voyez, cette photo aérienne qui vous montre l'entrée de galeries qui viennent d'être creusées par ces déportés. Donc, Eilrich, c'est véritablement l'enfer renouvelé. Pour vous donner un bilan, c'est parmi les Français déportés dans ce camp, on arrive à un taux de décès de 85% de décès, avec des gens qui y sont envoyés, vous voyez, à partir de septembre 1944 principalement, et jusqu'à l'évacuation au mois d'avril 1945, donc sur une période relativement courte. Et donc, si on regarde, en fait, la majorité des polytechniciens qui ont été enregistrés à Dora vont décéder des suites de leur passage à Eilrich et dans ce commando particulièrement meurtrier, parce qu'à Eilrich, on n'est pas du tout encore au stade de l'installation d'une usine, d'une production avec l'emploi de spécialistes. Et à ce moment-là, pour les SS, leur qualification propre au sein de cette masse de détenus qui arrivent a peu d'importance. Ce qu'il faut, c'est des bras corvéables pour aller creuser ces galeries, installer, déblayer des cailloux et préparer ce site pour l'installation d'une future usine. D'où cette mortalité effroyable qui va toucher une part très importante des déportés de ce convoi du 15 août 1944, et où vont d'ailleurs périr Georges Sanchidrian, André Grégoire, André Perrier et François Devez des suites de ces conditions. Les conditions sont telles à Eilrich de détention, qu'on se retrouve un peu dans la situation connue à Dora pendant la première période. Le camp va créer, va surtout donner lieu au maintien sur le camp et dans ces galeries d'un nombre très important de détenus qui sont jugés invalides par les SS, qui sont en fait plus en capacité de travailler. Il y a très peu de soins qui sont apportés, hein, évidemment. À tel point que la SS va renouveler l'expérience de 1944 en organisant un 4e et ultime convoi d'extermination de malades, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et là, ce sont 2200 détenus principalement extraits d'Eilrich, parmi les invalides, qui vont embarquer dans un train. Alors d'abord être regroupés dans la ville de Nordhausen, dans qu'on appelle les Bolke-Casernes, hein, qui était un commando de Dora dans lequel d'abord étaient logés les commandos qui travaillaient dans la ville de Nordhausen, les commandos de Dora. Et puis, à partir de 1945, ce lieu devient une sorte de mouroir dans lequel on va envoyer ces détenus jugés inutiles par les SS, puisqu'ils ne peuvent plus travailler. Et pour désencombrer ces chantiers, en mars 1945, la SS fait partir ce convoi le 6 mars 1945 avec 2252 déportés qui vont atteindre le lendemain le camp de Bergen-Belsen, ce camp mouroir qui connaît déjà des conditions de vie dramatiques, hein, avec un taux de mortalité effroyable. Et la quasi-totalité de ces 2252 détenus de Mittelbau va littéralement disparaître. C'est-à-dire que à ce jour, nous n'avons, pour la quasi-totalité des 500 Français qui composent ce transport, aucune trace nous permettant d'attester de manière précise de la mort de ces personnes à Bergen-Belsen ou dans le convoi qui les a acheminés vers le camp. Ce qui fait que ce convoi, hein, qui intervient à la toute fin de l'histoire du camp, à quelques semaines de l'évacuation et de la libération de Dora, va
évidemment contribuer à accentuer le malaise pour les familles, parce qu'on n'aura jusqu'à ce jour aucune information, et beaucoup des hommes partis dans ce convoi sont restés encore à ce jour disparus, et on ne peut qu'imaginer évidemment le désespoir que ça va engendrer dans beaucoup de familles de ces déportés. Je regarde l'heure. Alors pour conclure, pour vous parler de la fin de Dora, la particularité aussi de Dora, et qui va expliquer cette très très forte mortalité, c'est que le camp va être intégralement évacué par les SS à partir du 4 avril 1945. Ce sont 40 000 détenus. Très très peu vont rester au camp, hein, quelques malades, quelques médecins qui vont rester à l'infirmerie, qui vont être laissés par les SS, mais les 40 000 détenus qui occupent le camp de Dora principalement, et puis ces commandos extérieurs, sont embarqués à partir du 4 avril dans des marches de la mort qui prennent différentes formes, hein, qui partent pour certains vers le nord de l'Allemagne, d'autres vers le sud. On retrouvera certains de ces convois en Tchécoslovaquie. D'autres finiront sur la Baltique, sur des péniches, enfin dans des conditions dramatiques, ce qui va accentuer évidemment le taux de mortalité. Beaucoup des déportés qui arrivent aussi au bout de leur capacité physique à l'intérieur vont connaître des transports dramatiques, et notamment ces spécialistes, hein, beaucoup des polytechniciens qui vont survivre vont connaître ces marches de la mort, qui finiront à Bergen-Belsen. Et puis, pour ces spécialistes, le dernier convoi parti véritablement du camp de Dora le 5 avril, hein, avec près de 4000 détenus qui sont justement choisis parmi les commandos d'assemblage des fusées. Donc, on va retrouver une partie des polytechniciens qui ont survécu à Dora dans ces convois qui arrivent à Ravensbrück après 9 jours d'errance dans des convois, évidemment dans des conditions dramatiques, hein, et qui vont se retrouver une nouvelle fois immatriculés au camp de Ravensbrück pour subir une dernière marche de la mort quand le camp sera lui-même évacué, et beaucoup seront libérés par les troupes soviétiques dans les plaines du Mecklembourg, à quelques centaines de kilomètres du camp principal de Ravensbrück. Donc voilà, c'est un peu l'histoire des 6 polytechniciens qui vont survivre à cette déportation par le camp de Dora. Donc, pour conclure, on voit bien que les compétences techniques et les professions de certains détenus, elles sont évidemment mises en exergue quand on s'intéresse aux polytechniciens, mais on voit que c'est évidemment pas le seul facteur qu'il faut prendre en compte pour expliquer les parcours ou essayer de poser des questions sur les facteurs éventuels de survie de certains déportés. On le voit pour les polytechniciens, en fonction de leur arrivée, leur affectation a aussi été guidée par les objectifs et les priorités des SS. Et évidemment, quand la priorité des SS, ça a été d'envoyer des hommes, une main-d'œuvre corvéable à merci dans les galeries d'Elrich, dans des convois particulièrement meurtriers, les compétences techniques, on peut jouer à ce moment-là. Donc ça, c'est important de le signaler. Vous dire aussi que le parcours de ces 14 polytechniciens, ça empêche un peu d'aborder ces parcours, ça empêche de développer toutes les formes de déportation, parce que ce parcours, il correspond en fait au parcours des déportés qu'a retenu la mémoire collective, c'est-à-dire principalement des résistants qui ont été déportés dans des convois massifs, hein, de 1000 ou 2000 hommes, de wagons à bestiaux, partis principalement du camp de Compiègne et vers les camps de concentration, et là en l'occurrence Buchenwald. Le travail que nous avons fait sur les 9000 déportés, hein, dans lequel évidemment s'inscrit l'histoire de ces 14 polytechniciens, il permet justement de les intégrer aussi et de les mettre en parallèle, en relation avec toutes les formes de déportation que nous avons pu mettre en avant dans
dans ce travail parce que parmi ces 9000 déportés, bien entendu, la majorité connaissent ces convois, parfois vers d'autres camps. Hein. Tous les camps sont représentés, ces transports massifs. On retrouve des gens de rats qui sont d'abord envoyés à Mauthausen, à Neuengamme, à Sachsenhausen, enfin dans tous les grands camps, y compris à Auschwitz en tant que déportés politiques, et qui vont ensuite connaître des transferts vers Dora. Mais c'est aussi une manière d'aborder toutes les autres formes de déportation. Ces déportations judiciaires et carcérales, avec des convois partis dès 1940 et jusqu'au printemps 1945, dans un cadre judiciaire, notamment par exemple dans le cadre de la procédure Nacht-und-Nebel, hein, qui est une procédure particulière. On retrouvera l'histoire de Stéphane Hessel, qui fait partie de ces personnes déportées avec un secret absolu qui est appliqué. Et puis aussi, parmi ces 9000 déportés, 500 déportés qui sont des Français qui sont déjà présents sur le territoire allemand du Reich, hein, qui sont des travailleurs forcés, des travailleurs envoyés sur place ou des prisonniers de guerre transformés en travailleurs et qui, pour une raison ou une autre, vont être arrêtés sur le territoire du Reich et envoyés dans ce camp de Dora. Et puis, cette population des 9000 de Dora sur laquelle on a pu travailler, c'est aussi un moyen d'aborder et de mettre en avant toutes les mémoires de la déportation. Alors, évidemment, principalement la mémoire des déportés politiques et résistants, hein, dans lequel on retrouve nos 14 polytechniciens, mais aussi la mémoire de la Shoah, parce que parmi les déportés de France qui arrivent à Dora du fait des circonstances de guerre et en particulier de l'évacuation du camp d'Auschwitz, on a pu identifier un peu plus de 200 juifs, y compris des femmes, qui arrivent au camp de Dora en janvier 1945. Dora, enfin Mittelbau-Dora, va faire partie de ces camps d'arrivée de ces évacuations des camps de l'Est, hein, au cœur du Reich, comme l'ensemble des grands camps de concentration. Il n'échappera pas à cette règle. Et les détenus de Dora vont voir arriver ces convois à une période dramatique qui va aussi accentuer les conditions difficiles de Dora avec cette nouvelle population qui arrive dans le camp. Mais aussi la mémoire des déportés homosexuels, avec quelques cas passés par Dora, la mémoire des déportés de Tziganes, hein, déportés depuis les territoires du Nord et du Pas-de-Calais. C'est les seuls départements qui ont été concernés par une déportation systématique et à visée exterminatoire de ces populations. Donc voilà, on retrouve aussi l'histoire de ces polytechniciens, elle se retrouve au cœur de toutes ces histoires. Et un dernier point pour finir, si vous lisez ces histoires à l'intérieur de ce livre, vous verrez qu'avec les auteurs, nous avons essayé de donner des passerelles entre ces histoires. Parce que pour nous, c'était important aussi de montrer les relations. Brièvement, si vous allez lire les notices de Jacques Porte et de Henri Courdil, hein, ces 38 000 qui arrivent, qui sont déportés en décembre 1943, vous y trouverez le lien avec les notices de Henri Callès, de Jean Abadi, qui n'étaient pas polytechniciens, mais qui font partie du groupe de 16 dans lequel Jacques Porte et Henri Courdil sont arrêtés le 23 octobre 1943 à la frontière espagnole et vont se retrouver avec des parcours différents, mais à Dora et dans les mêmes conditions. Donc, ces notices, elles sont par un moyen simple. Hein, vous pouvez retrouver ces histoires et donc recréer ces passerelles entre ces parcours au sein de l'histoire de ce camp. Alors, c'est aussi, je vous l'ai dit en intro, mais rappelez que c'était un projet collectif et c'est un projet qui a réuni beaucoup d'auteurs bénévoles, essentiellement des professeurs. C'est un ouvrage qui a aussi été écrit par des professeurs et pour des professeurs, et c'est aussi pour ça que c'est un ouvrage qui est destiné à des travaux pédagogiques. Un index en fin d'ouvrage permet aux professeurs notamment, hein, mais aussi aux chercheurs, d'aller retrouver par département de résidence à l'époque l'ensemble de ces 9000 déportés. Donc, ça peut être intéressant pour travailler sur des parcours de proximité. Et puis aussi ces étrangers, hein, arrêtés en France mais domiciliés dans leur pays d'origine parfois. C'est aussi intéressant de travailler avec des élèves sur les questions de migration des populations, savoir pourquoi des Allemands, des Italiens, des Polonais sont arrêtés en France et passés par le camp de Dora. Donc voilà, une illustration de ces 8971 vies qui sont racontées et dans lequel s'intègrent ces 14 polytechniciens. Et vous dire enfin, pour conclure, que grâce à ce projet, il a été aussi
possible grâce à des engagements forts, hein, notamment celui des bénévoles, sans qui le livre n'existerait pas aujourd'hui. Et puis un dernier engagement que je voudrais saluer avec vous avant de terminer, c'est celui de notre éditeur, le Cherche Midi, et en particulier de Philippe Héraclès, son président, qui, au-delà d'un engagement éditorial, hein, a pris financé et a pris l'engagement d'offrir et de remettre un exemplaire numéroté de ce livre à chaque famille des déportés de Dora. Alors, nous sommes d'ores et déjà en contact avec 6 familles des polytechniciens sur les 14, mais évidemment, on espère pouvoir retrouver les familles des 8 autres et pouvoir un jour leur remettre ce livre qui a caractère aujourd'hui de monument, ce monument en dur qui n'existait pas jusque-là. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Thierry, pour cette présentation très détaillée, à la fois sur Dora, qui est un camp absolument à la fois épouvantable et remarquable, et puis sur les parcours de nos polytechniciens. Pour ce travail collectif tout à fait impressionnant. Et pour je peux ajouter ici que grâce au rapprochement qui s'est produit, nous allons, dès que ce sera possible, transporter notre exposition des polytechniciens dans la résistance à la Coupole. C'est un projet qui est merveilleux parce que ça n'est pas parisien. Alors, c'est toujours agréable pour X-Résistance de sortir de Paris. Et maintenant que nous avons des panneaux plus faciles à transporter, la Coupole va être une destination intéressante et je l'espère dans les deux sens. S'il y a des questions, peut-être que Olivier, qui est un très bon maître, chef d'orchestre dans ce domaine, peut gérer les questions éventuelles. J'aurais des questions. J'ai levé la main avec le Hubert Lévy-Lambert. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si ce gros travail a été mis sur Internet pour être plus facilement utilisable. Deuxièmement, je voudrais savoir ce que faisaient tous ces gens-là dans ce camp, s'il y en a qui coopéraient de manière un petit peu active, si au contraire il y en a d'autres qui essayaient de saboter tout cela. Et troisièmement, je voudrais profiter de ce que j'ai la parole pour montrer un gros pavé de 600 pages qui vient d'être écrit sur Pierre Penn, compagnon de la Libération, qui va faire l'objet bientôt d'une petite analyse dans La Jaune et la Rouge. Tout à fait. Merci. Je peux alors, on prend toutes les questions et on répond, et vous, comment la question de savoir si… Je peux peut-être répondre au fur et à mesure. S'il y avait de la résistance ou de la collaboration à l'intérieur des camps. Alors d'abord, le livre n'est pas encore sur Internet, ça viendra. On travaille à une version numérique complétée, corrigée et complétée de documents, mais elle sera présentée en 2023 dans le cadre d'une grosse exposition temporaire à la Coupole à l'occasion des 80 ans de la création de Dora. Ça sera aussi l'occasion pour nous de publier un ouvrage plus scientifique avec des articles de fond sur l'histoire du camp et tout ce qu'on aura compris grâce à ces 15-20 ans de recherche et qui ne pouvaient pas apparaître dans le dictionnaire en tant que tel. Pour la question de la résistance, alors oui, il y a eu des tentatives d'organisation de groupes de résistance à l'intérieur des galeries. Il s'agissait évidemment, on l'a dit, hein, beaucoup de gens qui étaient issus de la résistance et eux, être contraints de fabriquer une arme qui allait servir à bombarder les Alliés, évidemment, un certain nombre ont essayé. Mais il faut évidemment se remettre dans le contexte. Hein. C'était un processus de fabrication, d'assemblage des fusées qui était extrêmement surveillé avec des commandos de contrôle permanents pour vérifier les pièces qui étaient produites. On allait jusqu'à attacher le numéro de matricule des détenus qui étaient en charge de fabriquer ou d'assembler une pièce pour avoir un traçage assez systématique des détenus. Mais malgré tout, des hommes ont essayé de s'organiser. Hein, c'est le cas
certains d'entre eux qui ont été arrêtés d'ailleurs au mois de novembre 1944. Il y a eu une vaste opération de représailles de la part des SS. Et certains des détenus, comme ils ont été arrêtés, internés à l'intérieur de la prison de Dora, parce qu'il y a une prison à l'intérieur du camp qui est administrée par la Gestapo, et un grand nombre de résistants, notamment soviétiques, ont été pendus à cette occasion au début de 1945. Donc, malgré les conditions, il y a eu des tentatives et des organisations, notamment pour essayer de prévoir et d'organiser la fin du camp, parce que ces détenus se doutaient bien qu'en travaillant sur un projet extrêmement secret, ils risquaient la volonté des SS de les voir exterminés au moment de l'arrivée des Alliés, et il s'agissait d'essayer de s'organiser pour se protéger et au moins essayer de faire quelque chose pour éviter un massacre collectif. Merci. Olivier, Michel Gaspard a levé la main et après François Romont aussi. Michel? Par contre, il faudra allumer votre micro, Monsieur Gaspard. Oui, allumez votre micro, Monsieur Gaspard. Ah non, toujours pas. Non. Toujours pas de micro? Si, on vous entend. Ah bon, moi pas. Non, non. On ne vous entend pas? Non, il faut allumer le micro. Je n'ai pas activé mon micro. Ah voilà. Voilà, vous entendez maintenant. Merci d'abord beaucoup pour le conférencier. Vous avez abordé très rapidement un événement qui était le bombardement en juillet 1942 du centre de Peenemünde dans le nord de l'Allemagne, où Wernher von Braun et ses équipes faisaient l'expérimentation des fusées, des V1 et V2. Est destiné à devenir le centre de production des V2. Ce bombardement a conduit à déplacer le centre de fabrication à Dora. Et alors, j'ai lu que les Alliés ont pu bombarder ce lieu grâce à un réseau de renseignement qui faisait partie du BCRA, qui s'appelait Marco Polo, dont les responsables, en particulier Jacques Bergier et Alfred Eskenazi, avaient des liens avec plusieurs polytechniciens qui faisaient leur scolarité à Lyon. Par exemple, Serge Ravanel, Serge Hacher, de la promotion 1940, a raconté que c'est Jacques Bergier qui l'avait orienté vers la résistance dès le début, 41-42. Et or, la base de Marco Polo était à Lyon. Est-ce que vous avez des éléments des éléments plus détaillés sur cet événement? Alors, je pense qu'il y a confusion et que ça n'a pas de lien avec le site de Peenemünde. D'abord, le bombardement, ce n'est pas 42, hein, c'est 42, c'est à août 43. Et il faut savoir que ce site est inconnu de la résistance, et en particulier de la résistance française. Le repérage de Peenemünde, il se fait principalement par les opérations de survol britanniques et par aussi des informations qui sont transmises. Mais ça ne vient pas de services de renseignement français, pas à ce moment-là, ça c'est sûr. Après, il va y avoir un lien à Dora. Il y a un poste émetteur qui va être installé. Certains détenus vont pouvoir communiquer avec l'extérieur, faire des informations, mais ça va être des informations qui sont liées au site même de Dora, mais pas de Peenemünde. D'accord. Mais Marco Polo était un réseau de renseignement international qui faisait partie du BCRA et qui avait des correspondants non seulement dans toute la France, mais en Russie et ailleurs. C'était un réseau de scientifiques, c'était un réseau de chercheurs, d'anciens physiciens spécialisés dans le nucléaire. Voilà. Merci. François? Oui, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup à Laurent Thierry. Je voulais saluer la présence de Daniel Larieux, petit-neveu de Marianne Leschi, ou Leschi, selon comment on prononce. Et j'espère que les éditions du Cherche-Midi pourront lui offrir un exemplaire des 9000 déportés de France à Dora. J'ai une question à Laurent Thierry concernant Vasselet, Lucien Vasselet. X 1936, d'après votre livre des 9000, il n'a pas été décédé à Dora, il a été libéré d'après ce que vous avez écrit.
J'ai dit des bêtises. Oui, non, en effet, il est resté à. J'ai dit des bêtises. Il est affecté à Dora en février 1944 et il va rester jusqu'à l'évacuation du camp. Et il fait partie d'un des convois qui va arriver à D'un des Bergen-Belsen. libérés, hein, il fait partie des 6 Ouais. survivants. Et j'en profite pour dire aussi à Maurice Blecher que sur les 14 polytechniciens déportés à Dora, 13 sont médaillés de la Résistance française. Et justement, le seul qui n'est pas, c'est Lucien Passelet. Et on n'a pas de photo de lui. Si on avait une photo un jour, ça passerait. On va essayer de la trouver. Je voudrais effectivement saluer Maurice Blecher, qui est le représentant de l'Association des familles de médaillés de la Résistance pour la région parisienne et qui fait, depuis que cette association existe, un travail extraordinaire. Donc merci Maurice d'être avec nous aujourd'hui. D'autres questions? Monsieur Crémieux, micro, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je voudrais poser une question qui va peut-être paraître naïve, voire morbide. Comment se fait-il que les Allemands avaient fait des conditions qui conduisaient à une telle mortalité? On a l'impression qu'ils avaient intérêt à conserver leurs ouvriers ou leurs techniciens plutôt qu'à avoir à retrouver des déportés continuellement. Toutes les sociétés esclavagistes ont cherché à conserver leurs esclaves en vie. C'est toute la complexité et le paradoxe de cette histoire. Il y a malgré tout, on l'observe, je l'ai dit un petit peu, mais au moment où l'usine fonctionne et que les commandos de spécialistes, entre guillemets, ceux qui sont effectivement chargés de l'assemblage et de la construction de la fusée V2 sont constitués, la mortalité au sein de ces commandos, elle régresse très très fortement. Parce qu'en effet, vous avez raison, les SS n'ont plus intérêt à faire mourir ces gens qu'ils ont formés parfois à des emplois complexes et auxquels ils n'étaient pas forcément préparés. André Sellier, il était prof d'histoire, il n'était pas du tout manuel, il s'est retrouvé à contrôler des gyroscopes qui étaient quand même très très compliqués, mais comme c'est souvent un travail répétitif, similaire pendant des mois, il a réussi à conserver ce poste jusqu'à l'évacuation. Donc, il y a malgré tout vous voyez, une différence entre ces spécialistes et puis tous les autres qui sont affectés à des commandos beaucoup plus durs. Les commandos de transport, par exemple, quand il s'agit d'amener les éléments de fusée à bras d'homme depuis l'extérieur, il faut parcourir plusieurs kilomètres, des fois, à l'intérieur des galeries, depuis l'extérieur, pour acheminer depuis les trains les éléments de fusée. Là, j'ai envie de dire, ce sont des hommes qu'on peut remplacer facilement et renvoyer des détenus depuis Brunnwald. Donc là, la mortalité, elle est très, très forte et elle va se maintenir jusqu'à la fin de l'histoire du camp. Donc, il y a quand même malgré tout une différence qui s'opère entre ces spécialistes. Et puis surtout, je n'ai pas eu le temps de développer là, mais ça fait partie des points qu'on développera évidemment dans cette publication historique dont je vous parlais pour 2023, mais c'est que à l'intérieur de ce camp, ça devient une véritable ville, entre guillemets, avec 40 000 détenus et avec des rapports aussi qui vont évoluer. Tout un espace consacré à l'infirmerie et au revire qui va se développer avec la volonté du médecin SS de créer un véritable laboratoire d'analyse, un véritable hôpital modèle où alors, à la fois on est dans un système de mort où on fait mourir des gens au travail et on développe un espèce d'hôpital ultra moderne destiné à en soigner quelques-uns. Donc ça fait partie de tous ces paradoxes. Il y a la question des privilèges aussi. Certains commandos, certains détenus obtiennent certains privilèges parce que c'est aussi un moyen dans l'organisation pour les SS de diviser, de créer des antagonismes, y compris à l'intérieur des nationalités des Français, en octroyant certains privilèges à certains détenus. Ça peut paraître anodin, mais certains ont le droit de porter les cheveux longs, certains ont le droit d'avoir des tenues qui ne sont pas rayées. Il y a tous ces paradoxes qui se créent à l'intérieur de ce système et qui vont contribuer encore à diviser au maximum les détenus entre eux, y compris entre nationalités. J'ai eu la chance de connaître pendant assez longtemps à Lyon André Laroche, qui a été le président de diverses associations et qui était un ancien de Dora.
Et il m'a dit qu'il y avait une très grande différence de traitement entre les ouvriers spécialisés et puis les manœuvres. Et lui avait la chance d'être ébéniste de formation, donc de comté. Et il a dû en particulier sa survie à 2 Polonais qui étaient des forces de la nature, alors que lui était plutôt modeste de gabarit. Et ils se relayaient. C'est-à-dire que lui, il allait chaparder, et puis eux, ils lui faisaient son boulot pendant qu'il allait chercher de la nourriture, des choses comme ça. Et pendant les marches de la mort, comme on marchait par 3, en fait, celui du milieu était un peu porté par les 2 autres, et puis ça tournait comme ça. Et c'est grâce à ça qu'il a survécu. Mais c'était une ambiance épouvantable, effectivement, parce qu'on essayait en permanence de concilier le fait de ne pas se faire taper dessus parce qu'on ne travaillait pas bien, et le fait de travailler le plus mal possible. Donc, c'était toute leur difficulté de saboter sans se faire prendre. Merci en tout cas. Monsieur Gaspard, qui a de nouveau levé la main. Je suis désolé, une très brève question. Très brève question. Est-ce qu'on connaît la responsabilité exacte de Werner von Braun dans la mise en place de ce système de production esclavagiste? Alors là, c'est la question à 2000 €, celle-là. Pardon. On en a pour 1 heure, là. Non, mais responsabilité, elle apparaît dans les faits. D'abord, sa présence à Dora à plusieurs reprises dans la période d'installation, c'est-à-dire là où la mortalité est la plus forte, elle est attestée par différents documents. Et puis, là, c'est grâce aussi aux démarches faites par les déportés dans les années 70. On a retrouvé des documents signés de la main de Werner von Braun, qui intervient auprès du commandant SS du camp en février 1944, pour essayer de faire déplacer et changer de poste Charles Sadron, qui était un physicien important, qui avait été arrêté à Clermont-Ferrand, qui était professeur à l'université de Strasbourg, et j'ai envie de dire de scientifique à scientifique. Von Braun est allé voir Sadron en lui expliquant que ce n'était pas des conditions pour un scientifique français de son rang, et qui lui proposait d'intégrer un bureau de techniciens de recherche. Et puis, autre élément, au moment où les scientifiques de Peenemünde, et en particulier von Braun, évacuent Peenemünde parce que les Russes arrivent à proximité au printemps 1945, les bureaux de von Braun, les techniciens et les scientifiques se retrouvent dans un tout nouveau commando qui est créé à quelques kilomètres de Dora et qui est rattaché au camp de Dora. On envoie des détenus pour installer ces bureaux. C'est le commando de Napola Hickfeld, c'est une ancienne papeterie, et la présence de von Braun, elle est attestée à différentes reprises. Donc, on ne peut évidemment pas dire que von Braun n'avait pas connaissance des conditions dans lesquelles étaient maintenus et étaient employés ces détenus pour fabriquer ces fusées. Disons qu'à tout à fait à la fin, il a surtout essayé d'être dans la zone américaine plutôt que dans la zone russe. Non seulement lui, mais toute l'équipe la plus proche. Il y en a quelques-uns qui sont partis volontairement du côté des Russes, mais la plupart, effectivement, ont choisi, et ils savaient bien qu'ils allaient être utiles. Ils ont été gardés dans un secret et relativement inutilisés pendant une dizaine d'années. Et puis, quand à peu près à la même époque qu'en France, il y a eu la loi d'amnistie de 53-54, c'est à peu près milieu des années 50, l'atmosphère a un peu changé et ils ont pu commencer à travailler et à se refaire une image en quelque sorte. Voilà, écoutez, merci beaucoup. J'espère encore merci à M. Thierry surtout, parce que ça c'était formidable. J'espère que l'utilité d'X-Résistance ne vous a pas échappé et que vous continuerez à être des nôtres ou à suivre un peu ce que nous faisons. J'espère aussi que le confinement va s'arrêter suffisamment vite pour que nous puissions recommencer à travailler comme ça. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, puis vous êtes les bienvenus à la coupole. Encore, oui. Au revoir et merci. Au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée.